Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche. Je suis Tao, je suis tout seul aujourd'hui, je vais vous parler de plein de choses de catch de la dernière semaine qui s'est passée. Je sais pas du tout quand cette vidéo va sortir, j'enregistre le dimanche 14, 15, excusez-moi, j'enregistre le dimanche 15 décembre 2019, alors en espérant que cette vidéo sorte le jour même. Il est très tôt chez moi parce que je me lève pour aller travailler, je raconte ma vie un petit peu. Voilà, donc du coup, je me suis levé un petit peu tôt pour aller travailler. J'en ai profité pour un petit peu regarder les résultats du pay-per-view Into the Fire de la NWA qui a eu lieu dans la nuit. Je vais vous en parler à la fin de cette vidéo, mais on va avant tout passer par divers shows et diverses villes, diverses promotions aussi d'ailleurs de catch pour un petit peu faire le tour de tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de choses. Je vais vous parler de la NWA, mais pas que de Into the Fire. Je vais d'abord parler du show qui s'est passé le 3 décembre, tout simplement parce que cette semaine, il n'y a pas eu de show Power. Donc voilà, il y a eu juste quelques promos, je reviendrai un petit peu dessus, voilà. Du coup, je vais vous parler du show du 3 décembre très rapidement pour un petit peu mettre en contexte le pay-per-view Into the Fire qui a eu lieu dans la nuit. Je vais parler vite fait peut-être d'impact, mais je suis même pas sûr. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéressait. Peut-être passer un petit point négatif, un petit gros point négatif même, sur ce qui s'est passé pendant le dernier impact. Bien entendu, je vais revenir sur NXT et AEW. Je vais aussi faire un petit tour par la Ring of Honor. C'est la première fois que je vais parler de la Ring of Honor sur la chaîne. Je vais en parler avec le pay-per-view qui a eu lieu dans la nuit du vendredi au samedi pour nous. Le plus gros pay-per-view de l'année du côté de la Ring of Honor Final Battle, qui a été très intéressant, on va dire ça comme ça. Et finalement, on terminera avec NWA Into the Fire, bien entendu. Trêve de blabla, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec NWA Power du 3 décembre. C'était un show qui était assez attendu par les fans, on va dire, les gens qui aiment NWA, pardon, NWA Power, excusez-moi, il est très tôt, j'ai sans doute bégayé assez régulièrement. Mais voilà, c'était un show qui était assez attendu, étant donné que la semaine d'avant, nous n'avions pas eu de show. Enfin, en tout cas, on a vu un show soi-disant officiel, mais qui n'était pas du tout un show, comme on a l'habitude de regarder. Donc, du coup, c'était des promos, beaucoup de promos. On avait aussi un match qui était fait sans le public, donc, du coup, c'était très étrange. Et voilà, bon, ils ont essayé de nous dire que c'était un show qui était prévu comme ça, mais je pense pas du tout. Ils ont dû essayer de changer, vouloir en tout cas essayer de changer après la polémique qu'il y a eu autour de Jim Cornette, mais ça n'a pas marché. Donc du coup voilà, donc on attendait le retour de NWA Power, disons classique. Donc voilà, on l'a eu avec un show qui était relativement très cool. On a eu pas beaucoup de matchs, on a eu que deux matchs dans ce show. On a eu surtout beaucoup de teasing pour le pay-per-view Into the Fire. Donc voilà, on a eu une petite confrontation entre Aaron Stevens et Ricky Stark qui, euh, qui a vu Aaron Stevens gagner grâce à l'intervention de Question Mark. Donc du coup une alliance Aaron Stevens Question Mark qui a désormais lieu. Donc du coup les deux sont une sorte d'équipe on va dire, ou en tout cas alliés. Donc voilà, c'est très étrange de voir une association comme ça, mais c'est assez sympathique. Je vais pas trop m'attarder sur ça, ça va être surtout des promos pour teaser Into the Fire. Donc du coup, on va un petit peu voir ce qui se passe autour du titre de champion du monde entre James Storm et Nick Aldis. Je le rappelle, ça va être un match qui sera au meilleur des trois tombés. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on en reviendra plus tard. Donc du coup, voilà, il y a plein de promos. Il y a même Melina qui fait une promo sur le ring pour un petit peu parler de son retour, de ce qu'elle fait maintenant ici. Il y a Alison Kay qui vient la confronter, mais elle se fait attaquer par toute la clique de Melina, la bande à Melina. Du coup, voilà, c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. C'est surtout le main event du show, c'est pour ça que j'en parle en fait. C'est le main event du show qui a lieu entre les wildcards, du coup les champions par équipe, qui affrontent les Rock'n'Roll Express pour les titres, et ça a été une victoire des Rock'n'Roll Express. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les Rock'n'Roll Express, c'est une très vieille équipe, autant au niveau de l'âge que au niveau de l'époque où ils ont catché, c'était les années 80, un petit peu de 90 il me semble.
Mais voilà, c'était surtout une équipe dans les années 80, une très bonne équipe par équipe. Ils ont traversé la NWA, il me semble, ils ont fait un petit peu de WWF aussi, et plein d'autres promotions, j'imagine, un petit peu plus méconnues. Mais du coup, voilà, c'est des légendes de catch par équipe. Du coup, ils sont revenus depuis quelques mois maintenant, un petit peu pour faire des apparitions, pour catcher de temps en temps par-ci par-là. Et du coup, ils ont remporté les titres de champion par équipe de la NWA, titres qui sont quand même, je le rappelle, très mythiques, très importants dans l'histoire du catch, l'histoire avec un grand H du catch, parce que la NWA c'est une très vieille fédération, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Donc du coup, voilà, c'est la neuvième fois qu'ils deviennent champions par équipe de la NWA de leur histoire. Donc du coup, voilà, c'était un match qui était pas vraiment très bon, hein. C'était les wildcards, surtout qu'ils ont dominé le match pour mettre à mal les deux Rock'n'Roll Express, mais bon, finalement, ils ont réussi à s'en sortir et à piquer les titres avec un petit paquet un petit peu mal foutu, mais c'était sympa. Voilà, ensuite, ils ont célébré sur le ring avec Jim Cornette pour dire qu'ils étaient champions pour la neuvième fois, champions par équipe de la NWA. C'était sympathique et ça faisait plaisir, malgré la polémique qu'il y a eu avec Jim Cornette. C'était voilà, la dernière apparition de Jim Cornette à la NWA. Et du coup, on a des nouveaux champions par équipe, c'est super cool. Voilà, je vais peut-être parler de ce qui s'est passé dans la semaine précédente, la semaine suivante, pardon, dans le show NWA, parce qu'il va pas y avoir grand-chose en fait, donc limite je vais en parler directement ici. Euh, Ce qui s'est passé la semaine suivante à la NWA, ça va être rien du tout, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu enfin, de show, pardon, NWA Power. Je rappelle que je vais bégayer hein, parce qu'il est très tôt. Donc du coup, voilà, il y a pas eu de show, il y a eu juste une grande vidéo qu'ils ont mis sur YouTube pour faire la promo du match James Storm contre Nick Aldis pour le titre NWA par équipe. On a eu aussi l'annonce que Stu Bennett, donc du coup la plupart des gens le connaissent sous le nom de Wade Barrett ou Bad News Barrett, qui était à l'époque à la WWE le leader de la Nexus. Je sais que ça va faire plaisir à certains. Du coup, voilà, il va devenir un nouveau commentateur régulier de la NWA et ça fait très très plaisir. Voilà, on a fini avec NWA Power du 3 décembre et même de la semaine suivante du coup. Et on va passer par Impact très rapidement. Je vais pas m'attarder sur vraiment le show en lui-même, je vais juste dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. En commençant par ce que j'ai pas aimé, tiens. Voilà, parce que ce que j'ai pas aimé, c'était le début du show. C'était Rob Van Dam, accompagné de sa copine Cathy, qui affrontait Rhino, donc du coup la rivalité qui est entre les deux après que Rob Van Dam ait trahi Rhino à Bound Glory pendant le match par équipe. Pour ceux qui n'ont pas vu mon avis sur le pay-per-view Bound for Glory, je vous invite à aller le regarder, il est sur la chaîne toujours. J'ai partagé mon avis sur ce que j'avais pensé de ce show, que j'avais pas du tout compris ce heel turn de Rob Van Dam, et que ça allait sans doute être dégueulasse. Eh bien, j'avais tout à fait raison, j'adore me vanter, donc voilà, ce qui se passe avec Rob Van Dam, c'est dégueulasse. Sur un ring, c'est forcément très médiocre. Tommy Dreamer était l'arbitre spécial du match, et bah, clairement, ça servait à rien du tout à part le mettre à l'ici. D'ailleurs, je commence à en avoir marre de voir Tommy Dreamer assez tout le temps à Impact, c'est un peu chiant, il est là tout le temps, il vient sauver la veuve et l'orphelin, c'est un petit peu relou. Donc voilà, vivement qu'il se casse, peut-être qu'il s'occupe de sa propre fédération aussi un jour. Voilà, donc Rob Van Dam contre Rhino, c'était un match extrême, ils se sont affrontés sans disqualification. Rob Van Dam a gagné le match. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Heureusement que Rob Van Dam gagne le match vu qu'il fait un heel turn et peut-être un petit peu pour le mettre en avant, mais ce match était honteux. Voilà, comme je l'ai partagé sur Twitter, @taofilpw. Ce match était une honte en 2019. Faire un match comme ça, c'est chaud chaud. Voilà, on a eu également les débuts de AC Romero, que certains ont sans doute vu du côté de la AEW avant le début des shows télé, dans leur pay-per-view. Je sais plus lequel, c'était peut-être Double or Nothing ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. En tout cas, il est apparu. Du coup, un catcheur avec un gabarit très imposant qui n'a pas signé du coup la AEW, mais qui a signé finalement un Impact. Et ça fait un petit peu bizarre de le voir. Moi qui disais ces derniers temps que Moose tournait un petit peu en rond, le voir affronter un nouveau et un mec du gabarit de AC Romero, c'était très sympathique. Et on voyait qu'il avait un petit peu de mal, donc du coup, pourquoi pas relancer un petit peu Moose avec une réalité avec AC Romero, ça pourrait être super sympa. Voilà. On a ensuite eu des promos avec Su Young.
qui se fait appeler Suzy maintenant désormais. Donc voilà, du coup, apparemment, elle a des flashbacks de sa vie précédente. Bref, on va voir ce que ça vaut toujours. On attend vivement de voir ce que ça vaut. Voilà, je vais pas m'attarder sur le reste du show. Il y a eu des affrontements assez cool, surtout dans des matchs par équipe entre Rich Swann et Willie Mack qui affrontaient OVI. C'était un match avec 4 équipes, donc du coup ils affrontaient OVI, ils affrontaient Rhino Scum et les Rascals. Du coup voilà, c'était un très très bon match. Victoire de Rich Swann et Willie Mack. Rich Swann qui a affronté tout le monde, voilà, il a combattu contre le monde entier et il a réussi à ressortir vainqueur de ce match. C'était très sympathique, je vous invite à aller voir ce match d'ailleurs. Parce que vraiment sur le ring, voilà, c'est des équipes qui sont très cool, donc vivement qu'on ait un petit peu de compétition comme ça pour les titres par équipe, ça peut être super cool. Voilà, mais surtout ce qui va m'intéresser pendant ce show Impact, ça va être toute la confrontation entre OVI et Tessa Blanchard et Ken Shamrock pour le coup. Ken Shamrock qui vient un petit peu se mêler à la chose. La chose seule que je leur ai reproché concernant Ken Shamrock pour son retour, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ancien catcheur TNA et WWE au début des années 2000, oui. Un ancien combattant UFC aussi au début des années 2000. Et voilà, donc du coup, il le considère un petit peu comme legit dans son catch qui fait mal, qui est un petit peu rude, mais pour le coup, ça passe pas très bien, sachant que son retour s'est fait en affrontant Joey Ryan, qui est pas non plus le catcheur le plus sérieux du monde. Donc du coup, voilà, j'étais un petit peu surpris et un petit peu désolé de cette utilisation qui, pour le coup, lui a fait un petit peu du tort pour son retour à Catch Rock. Voilà. Donc c'était pas très crédible, mais bon, il a affronté Sami Callihan dans le main event, un match qui s'est arrêté après un KO. Voilà, un KO technique, bravo à Ken Shamrock. Mais voilà, du coup, il n'y aura pas de vainqueur pour ce match. Il y a eu Tessa Blanchard qui, juste avant, a affronté Matt Fulton, qui était une victoire par disqualification. Voilà, parce qu'il y a eu une intervention de OVI. Mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est la fin du show avec Matt Fulton qui est venu attaquer Ken Shamrock suite au match entre Sami Callihan et Ken Shamrock et qui a voulu le défoncer. Et Sami Callihan a essayé d'arrêter Matt Fulton. Mais Matt Fulton l'a envoyé chier, mais littéralement, en fait, il l'a poussé tellement hein, que Sami Callihan a fait un tour sur lui-même. Et du coup voilà, Matt Fulton a fini, Ken Shamrock lui a apporté sa finition et voilà, donc du coup je ne sais pas si ça tease un début de turn par Matt Fulton, peut-être qu'il va se dissocier de Ovi, peut-être qu'il va affronter Sami Callihan dans un futur plus ou moins proche, ça reste à voir. On espère en tout cas un bon programme en tout cas parce que ça a été bien foutu, voilà, ça a été bien fait ces dernières semaines, enfin en tout cas depuis que Matt Fulton est arrivé à Impact, c'est assez régulier que Sami Callihan le tire par les cheveux pour l'arrêter dans sa progression. Et là pour le coup c'est la première fois où Matt Fulton a réagi directement et c'était bien foutu. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer autour de Ovi. Est-ce que ça va influencer sur le résultat entre Tessa Blanchard et Sami Callihan? Ça me met un petit peu le doute, j'espère bien voir un bon programme. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça commence à devenir un petit peu redondant. On va attaquer les choses qui plaisent un petit peu plus, en tout cas qui me plaisent un petit peu plus, parce que je suis amateur de catch un petit peu plus mainstream. Donc on va attaquer NXT et ensuite AEW, ou peut-être l'inverse. Bah tiens, je vais faire l'inverse, pourquoi pas. Voilà, comme ça vous prend de court. Vous êtes un petit peu déstabilisé, j'imagine. Pas du tout. On va commencer avec AEW Dynamite, qui était un show que j'ai quand même assez apprécié. Et voilà. Je suis pas un rageux, hein, je suis pas un anti-AEW, pas du tout. Malgré mon coup de gueule de la dernière fois, je suis pas du tout un anti-AEW. Donc du coup voilà, le show a commencé avec Jon Moxley qui a battu le jobber Alex Reynolds qui était accompagné de John Silver. Alex Reynolds et John Silver, c'est deux jobbers qui deviennent assez réguliers du côté de la AEW. Il me semble qu'ils ont signé un contrat. D'ailleurs, on les avait vus dans à peu près toutes les grosses promotions. On les avait vus à NXT, il me semble qu'ils avaient fait les jobbers aussi à NXT, ou à SmackDown, je sais plus. Et ils avaient aussi fait le jobber, il me semble, à Impact. Voilà, donc ils font aussi les jobbers à la W, mais apparemment là, ils vont apparaître un petit peu plus régulièrement à la W. Je sais pas si ça va faire quelque chose d'incroyable, et pourquoi pas. Moi j'aime bien les deux je trouve assez sympathiques, donc voilà. Bon, sauf que là, du coup, ils se font défoncer par John Moxley très rapidement. Ça a duré, il me semble, quelques secondes, hein. Il est arrivé, il a porté son Dirty Deeds, sa finish,
et il a fait le tomber. Après ça, il a aussi porté sur John Silver, pourquoi pas. Donc voilà, autant l'un pour l'autre, hein, vous restez une équipe, donc restez forts tous les deux, on pourrait dire. Et voilà, ensuite, il y a le Inner Circle de Chris Jericho qui arrive sur le ring. Il blablate un petit peu, et en fait, Chris Jericho lui propose à John Moxley, si je précise pas à qui il le propose, ça ne sert à rien. Il propose à John Moxley de rejoindre le Inner Circle et de réfléchir à cette proposition, pourquoi pas. Et du coup, voilà, ça se termine avec John Moxley qui est sur le ring avec le t-shirt de Inner Circle sur l'épaule et qui ne sait pas trop quoi faire. Il prend pas, voilà, il prend pas de décision pour l'instant. On a ensuite le match par équipe entre le Butcher and Blade qui est accompagné de Ali, le Bunny. Du coup, voilà une équipe qui m'avait un petit peu intrigué la dernière fois. Euh, donc j'avais hâte de voir ce qu'il valait. Qui affronte aujourd'hui Cody et Quitty Marshall. Pour ceux qui ne savent pas, Quitty Marshall, c'est le pote de Cody dans la AEW. Donc pourquoi pas, hein, tu mets aussi tes potes dans les badges. Pourquoi pas. Pour le coup, ça m'a pas trop gêné. Je parlerai de cohérence un petit peu plus tard, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ça m'a pas trop gêné dans ce match-là. D'ailleurs, il était assez cool. Voilà, je pensais qu'il allait être vraiment immonde sur un ring, mais pas du tout. Donc du coup, voilà, c'est quand même une victoire logique de The Butcher and the Blade, qui sont une réelle équipe pour le coup, donc ils devaient gagner, je pense, pour continuer la crédibilité. Donc du coup, voilà, c'était très sympathique. C'était une finish sur Quitty Marshall quand même pour laisser Cody fort. Voilà. Dédicace à Sturie. Donc du coup, oui, c'était une dédicace, voilà. Donc Quitty Marshall qui se prend la finish des deux et qui perd. Cody qui était sur le sol derrière au ring et Darby Allin vient après le match pour le relever en lui proposant une poignée de main. Donc du coup, voilà, on imagine qu'il va sans doute y avoir une alliance entre Cody et Darby Allin pour la suite. Pourquoi pas une équipe temporaire pour affronter The Butcher and the Blade. Je sais pas du tout ce qui advient du coup du programme avec MJF, entre Cody et MJF, qui a l'air d'être en stand-by en tout cas pour l'instant. En tout cas en stand-by du côté de Cody, parce que MJF en parle tout le temps, mais Cody pas du tout. Donc voilà, c'est assez étrange. D'ailleurs en parlant de MJF, il arrive sur le ring juste après, accompagné de son garde du corps Wardlow bien sûr. Voilà, il parle un petit peu de Cody et il porte son Crossroads, sa version du Crossroads sur un membre du staff pour un petit peu toujours hein, faire le travail de heal, se faire huer, ça marche très bien. Il a toujours avec sa bague qu'il a gagné la Dozen, il me semble que c'est ça, la Dozen Ring, qu'il avait gagné contre Hangman Page il y a pas longtemps, la semaine dernière d'ailleurs il me semble, si je suis pas con. Donc du coup voilà, il dit qu'il est le meilleur et que ça tout le monde le sait. Enfin voilà, une promo très habituelle de MJF, une très bonne promo comme d'habitude de MJF, qui toujours arrive à jouer avec la foule d'une bonne manière. On a une vidéo propagande du Dark Order qui est diffusée. Quelques vidéos d'ailleurs qui sont diffusées depuis quelques temps où en fait on propose à des gens de rejoindre le Dark Order avec une promo un petit peu kitsch où c'est un mec qui fait la promo un petit peu comme des produits pharmaceutiques ou des choses comme ça. C'était très sympa, j'adore ce genre de promo un petit peu décalé. Et du coup voilà, il demande à Alex Reynolds et John Silver, c'est ça, qui sont les deux jobbers qui sont fait avoir par John Moxley au début de show, de les rejoindre, pourquoi pas rejoindre le Dark Order. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut. Ça pourrait être cool d'ailleurs qu'ils rejoignent le Dark Order. Donc voilà, moi j'aime bien John Silver, il a un bon gabarit, j'aime bien. Du coup voilà. Ensuite, le match par équipe, le match féminin, pardon, parce qu'on a toujours le match féminin dans chaque soirée. Mais aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. C'est Big Swole qui fait ses débuts. Big Swole qui est une catcheuse que je connais pas beaucoup. Je l'avais vu au Mayon Classique, le 2, il me semble. Voilà, je la connais surtout parce que c'est la femme de Cedric Alexander. Donc du coup, voilà, elle a fait quelques matchs par équipe, par-ci, par-là, à la EW. Mais c'était des matchs, il me semble que c'était pas des matchs à dynamite, donc c'était pas des matchs télévisés. En tout cas, pas des télévisés à la télé américaine, mais c'était sur YouTube. Et du coup, voilà, elle affrontait Emi Sakura. Donc c'était un match qui était très sympathique. J'ai un petit peu du mal avec la manière de bouger de Big Swole. Je trouve ça un petit peu kitschounet, mais bon, c'est sympathique sur un ring. Je la trouve assez coriace, assez robuste. Du coup, voilà, ça me fait plaisir. Ça me rappelle un petit peu Bianca Belair du côté de NXT. Donc, pourquoi pas. Voilà, c'est une victoire de Big Swole pour confirmer un petit peu ses débuts. Et voilà, la division par équipe, la division féminine. Pourquoi je dis par équipe? Je remplis ça. La division féminine de la W qui se renforce de semaine en semaine. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. On a ensuite un match par équipe avec un duo
c'est pas vraiment une équipe, c'est plutôt un duo, mais un duo que j'apprécie énormément. C'est Kenny Omega et Eggman Page qui affrontent aujourd'hui Kip Sabian et Shawn Spears. Kip Sabian qui est accompagné de sa girlfriend Penelope Ford et Shawn Spears qui n'était pas accompagné aujourd'hui de son vieillard, de son papy. Voilà, il était tout seul. Donc du coup c'était un match super sympa qui s'est vu, on va dire, interrompre avec Joey Janela qui est arrivé sur, enfin qui est apparu sur l'entrée des catcheurs, l'entrée des artistes, avec Tully Blanchard, donc du coup le papy, qui était attaché à une chaise, voilà pour un petit peu foutre les boules à Shawn Spears. Shawn Spears du coup qui a quitté le match pour aller attaquer Joey Janela. Donc du coup voilà, il laisse du coup seul Kip Sabian sur le ring et du coup Kip Sabian qui forcément se fait aligner par Kenny Omega et par Eggman Page, du coup qui fait gagner les deux. Voilà, Kenny Omega et Eggman Page c'est toujours un duo que j'apprécie énormément en équipe. D'ailleurs c'est pas la première fois qu'ils sont en équipe, hein, ça fait 2 ou 3 fois maintenant qu'ils sont en équipe, donc pourquoi pas peut-être creuser un truc, je sais pas, je balance ça comme ça. Voilà, c'est à voir. On a ensuite une promo de Brandy Rose dont laquelle je vais pas vous parler parce que je n'aime pas Brandy Rose et je trouve ça totalement bof ce qu'elle fait, donc je vais pas vous en parler. Mais en gros voilà, elle parle juste du fait qu'elle va faire des victimes avec Awesome Kong et que Chris Standlander, j'espère que je l'ai pas bien prononcé, dis-moi Wingreen si je l'ai bien prononcé, Chris Statlander qui va être la prochaine à se faire raser le crâne. Voilà. On a ensuite un match très sympathique entre Luchasaurus, qui du coup est accompagné par Jungle Boy et Mark Austin, qui affrontent Sammy Guevara. Voilà, une victoire de Luchasaurus dans un match qui était super sympa. Les deux ont une bonne alchimie. Ça a bien fonctionné. Luchasaurus est bien mis en avant pour son retour in-ring. Et Sammy Guevara qui vont super bien. Donc voilà. Ensuite, après le match, il y a un petit peu la salade de choux, joli, comme on apprécie. Du coup, Inner Circle qui vient un petit peu attaquer tout ça. Et pour faire l'affaire gros, Jungle Boy en profite pour porter une sorte de petit paquet à Chris Jericho et Marco Stunt fait le tombé factice parce que du coup il n'y a pas d'arbitre et c'est même pas un match. Donc du coup voilà, il rive les épaules de Chris Jericho au sol 1, 2, 3 et il se barre. Donc du coup voilà, Jungle Boy qui officieusement pardon, a arrivé les épaules de Chris Jericho 3 secondes au sol et du coup est le nouveau champion de la WWE. Bref, c'était très sympathique, j'aime bien cette ambiance autour de Jurassic Express, pardon, qui est très sympathique, ils sont vraiment très attachants en fait, donc voilà, c'est un petit peu le côté mignon de la AEW, le côté PG, côté tout public, qui est très sympathique. Voilà, donc on annonce aussi le prochain pay-per-view de la AEW qui s'appellera Révolution, qui aura lieu le 29 février à Chicago. Donc voilà, on a hâte de voir ça. Révolution, ça sonne un petit peu factice. D'ailleurs, je l'ai noté sur mon Twitter, @taophilpw, que la promotion du pay-per-view me rappelait beaucoup la Global Force Wrestling de Jeff Jarrett, promotion qui est morte aussi vite qu'elle a été créée. Mais voilà, ça me rappelait un petit peu ce côté-là, avec ce côté kitsch, bleu cyan, vert, un petit peu faussement futuriste, pardon. Voilà. J'ai parlé maintenant du main event, qui était un match Texas Street Fight, parce que voilà, on est au Texas, donc on fait un match Texas Street Fight entre les Young Bucks et Proud and Powerful. Je vais pas vous rappeler qui ils sont dans chaque équipe, parce que je pense que maintenant vous les connaissez très bien. C'était un match super cool. Du coup, c'était un street fight très très cool. Je vais pas vous faire du play-by-play parce que du coup, c'est pas du tout ça mon objectif sur ces reviews. Mais voilà, je vous invite à aller voir ce match. Vraiment, c'était un match très sympathique avec des objets qui ont vu une victoire des Young Bucks. Voilà, ça m'a pas étonné tant que ça. Il y a des gens qui se sont plaints un petit peu du booking 50-50 comme à la WWE, mais pour le coup, moi, ça m'a pas trop étonné. Je trouvais ça très, très sympa. Donc voilà, c'est une victoire des Young Bucks après un Meltzer Driver sur une chaise, directement sur une chaise. Donc du coup voilà, les Young Bucks célèbrent et après le match, il y a les SCU, donc du coup Scorpio Sky et Frankie Kazarian qui viennent confronter les Young Bucks et un peu leur dire vous êtes au prochain challenger pour l'équipe par équipe. Et ça, j'ai vraiment hâte de le voir. On enchaîne directement et pratiquement sans aucune transition. NXT qui avait toujours lieu à Orlando, Full Sail University, on connaît les bails. Pour l'instant, ça change pas. Un show que j'ai aussi beaucoup apprécié,
J'ai d'ailleurs un petit peu plus apprécié que AEW Dynamite, mais je pense qu'en fait je suis plus fait pour le produit NXT tout simplement. Donc du coup voilà, j'ai pas non plus détesté Dynamite, hein, je rassure directement les gens. Mais c'est juste que le WWE NXT de cette semaine était pour moi très fluide et très très sympathique en termes de catch. Donc du coup voilà, on va commencer le show directement avec le match pour le titre poids léger de NXT. C'est plus le titre poids léger WWE, donc du coup NXT Cruiserweight. Match entre Lio Rush, le champion, qui affrontait Angel Garza encore une fois. C'était la troisième fois qu'ils s'affrontent. Et voilà, c'est un match super cool. Je sais pas si vous l'avez apprécié, mais moi je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y avait vraiment une réelle tension entre les deux qui formait un petit peu le côté un petit peu plus sérieux des affrontements précédents. Voilà, c'est un très bon match, une victoire de Angel Garza après une soumission. C'était très très cool. Voilà, Angel Garza qui devient nouveau champion Cruiserweight, j'étais très étonné. Je m'attendais pas, je pensais que Leo Rush allait rester champion encore un petit moment et allait confirmer son statut de champion en battant Angel Garza, mais pas du tout. Il a perdu son titre contre Angel Garza. Un match qui était très cool, Angel Garza sort super fort de ce combat. D'ailleurs, pendant le match, c'est très marrant parce que tous les deux sont un petit peu piqués leur move. Ça, j'aime beaucoup quand ils le font, quand c'est en tout cas fait de manière assez limpide. Et là, c'était fait d'une très belle façon. Donc, du coup, voilà, ils sont tous les deux piqués un petit peu leur finish et des trucs comme ça, mais ça n'a pas très fonctionné. André Garza qui a porté sa fille, je sais pas si ça s'appelle le Butterfly Stoner, il me semble. Voilà, donc du coup il le porte, mais Leo Rush se relève au bout de deux, et du coup André Garza enchaîne avec une soumission directement en butterfly, butterfly, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais voilà. Suite au match, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu directement, mais qui a été diffusé un petit peu après dans le show. C'est André Garza qui a fait sa demande en mariage à sa femme qui était dans le public. Donc du coup voilà, sa femme a bien entendu dit oui. Donc du coup voilà, André Garza qui devient nouveau champion cruiserweight et qui va bientôt se marier, bravo à lui, le double jackpot. Voilà. Entre parenthèses, voilà, on ne va pas juger de la sexualité des gens, mais avec ma co-autrice Megan, on était persuadé qu'André Garza était gay. Mais du coup, non. Voilà. Ou peut-être qu'il est gay, mais qu'il l'assume pas. Voilà, chacun ses préférences. Bah, bref. On voit ensuite une petite promo de ce qui se passe entre Cameron Grimes et Kushida. Donc je rappelle vite fait, Kushida qui devait affronter Raúl Mendoza la semaine dernière, il me semble. Cameron Grimes est venu attaquer Raúl Mendoza durant son entrée et après affronter Kushida, mais s'est fait battre par un petit paquet. Et du coup, voilà, Cameron Grimes n'était pas très d'accord, donc du coup, il a tabassé Kushida au Performance Center un peu après. Voilà, donc du coup là c'était Raúl Mendoza contre Cameron Grimes. Raúl Mendoza qui voulait prendre sa revanche et bravo à lui, il a réussi à la prendre suite à une distraction de Kushida qui était venu aux abords du ring, qui a distrait Cameron Grimes et Raúl Mendoza en a profité pour faire le petit paquet et repartir au vestiaire voilà, pour prendre un petit peu sa vengeance tranquillement. Kushida en a profité pour voler le chapeau melon de Cameron Grimes et est parti. Voilà donc une rivalité qui se forge entre les deux, j'ai hâte de voir ça. Kushida Cameron Grimes, ça va vraiment être du très très bon catch. Je le sens, j'ai hâte. Voilà, on a une promo backstage entre Katie Kelly et Mia Yim. Mia Yim, du coup, qui parle de ce qui se passe avec Dakota Kai, de sa vengeance, de ce qui s'est passé au Wargames, c'est que ce soir, elle va défoncer Dakota Kai parce que les deux vont s'affronter. Voilà. Je parle pas plus de ça. Jackson Ricker, du coup, le leader des Forgotten Sons, qui est du coup accompagné par ces deux larbins, on peut dire ça comme ça, affronte Travis Banks. Très étonné de voir Travis Banks ici. Pourquoi pas? Ça, apparemment, c'est vraiment pour commencer à teaser le show qui va avoir lieu, pardon, avant le Royal Rumble. Du coup, le show qui va être World Collides. Donc, du coup, ça va être NXT contre NXT UK. Donc, apparemment, ce match était là pour un petit peu commencer à teaser ce show. Victoire de Travis Banks, étonnamment. Mais voilà, du coup, Jackson Ricker qui perd. Je suis un petit peu surpris de ce résultat. Pourquoi pas? Ça laisse Travis Banks dans une bonne position. Jackson Ricker n'a toujours pas gagné. Bah, d'ailleurs, c'était son premier match, il me semble, en solo NXT. Donc, du coup, là, il n'a toujours pas gagné. Peut-être qu'il va devenir un petit peu plus agressif à l'avenir. Donc, ça peut être bénéf pour les deux. Voilà. On a Mia Yim qui affronte du coup Dakota Kai. Dakota Kai qui. Je vais pas parler vraiment du match parce qu'il était pas si fou que ça. J'ai un petit peu du mal avec Mia Yim. Dakota Kai, je la trouve pas très bonne en tant que leaduse, on va dire, du match.
Mia Yim, je trouve qu'elle est vraiment très mauvaise quand elle doit dominer le match, quand elle doit un petit peu diriger ce qui va se passer. Donc du coup, voilà, c'était vraiment un match je trouvais pas vraiment très sympa, mais bon, ils ont quand même fait le travail. C'est une victoire de Dakota Kai après une triche. Mais bien sûr, hein, après cette triche-là, Mia Yim, elle défonce Dakota Kai. Ils se battent dans le public et Mia Yim fait passer Dakota Kai avec une souplesse arrière directement à travers une table. D'ailleurs, c'était un petit peu moche ce spot parce que voilà, il y avait deux tables et en fait, en fait Dakota Kai est passée qu'à travers la première table. Donc j'imagine qu'elle s'est bien fait mal à la nuque. Voilà. D'ailleurs, apparemment, il y a eu une blessure. Je sais pas si c'est une blessure officielle ou une blessure dans l'histoire. Mais voilà, il y a eu un petit raté qui m'a fait un petit peu peur. Voilà. On a le retour de Breezango à NXT, qui était cette fois-ci déguisé en médecin. Voilà, ça m'a rappelé un petit peu Urgence, la série Urgence pour les plus vieux qui sont parmi moi. Donc du coup, voilà, ils ont affronté les Singh Brothers. Et c'est une victoire très logique, on va dire, des Breezango. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà, RAS. On a une vidéo de Rare Replay, un petit peu de son histoire, qui est très très bien foutue d'ailleurs. J'ai bien apprécié, c'est une vidéo qui dure qui dure pas très longtemps, elle dure 1 minute 30 il me semble, mais qui est très très bien foutue. Du coup voilà, on voit un petit peu l'histoire de Harry Play depuis qu'elle a commencé le catch jusqu'à maintenant, sa progression fulgurante, ce qu'elle a fait, et c'était une très très bonne promo. Voilà, on a ensuite encore un match féminin, parce qu'à NXT on en a deux. C'est Kayden Carter qui affronte Bianca Belair. Sans grande surprise, c'est Bianca Belair qui gagne le match. Voilà, j'ai toujours du mal avec Kayden Carter, en tout cas avec son nom, parce que tout simplement, je trouve que ça fait vraiment mauvais. Avant, elle s'appelait Lacey Lane. Bon, ils ont dû forcément changer son nom parce qu'on a déjà une Lacey à la WWE. Bien sûr, les gens sont trop cons, donc ils vont se planter à chaque fois. Donc du coup, voilà, on a Kayden Carter. Et je trouve que c'est un nom vraiment ridicule. Sur un ring, c'était très cool. Le match était vraiment sympathique pour le coup, contrairement à l'autre match féminin. Mais là, pour le coup, c'était vraiment très cool. Kayden Carter, c'est vraiment une femme très agile avec les cordes. Et Bianca Belair, c'est une catcheuse totalement complète que j'adore. Je pense que c'est l'une de mes catcheuses préférées, toute fédération confondue actuellement. Donc, du coup, voilà, victoire logique de Bianca Belair avec sa finish je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, merci de me le dire en commentaire. Du coup, voilà, on arrive pour le main event. Adam Cole qui vient pour se mettre à la table des commentateurs pour regarder le match. Et c'est du coup le fameux match qui sera pour être challenger numéro 1 pour le titre NXT. Et je me suis trompé la semaine dernière, d'ailleurs, personne ne l'a relevé. Mais je me suis trompé la semaine dernière, j'avais dit que c'était un match à 4 pour le titre de NXT, mais en fait non, c'est un match à 3 pour devenir challenger pour le titre de NXT. Voilà, je me suis rendu compte qu'après, en fait, une fois que j'avais fini d'enregistrer, et du coup je me suis dit, bon bah tant pis, de toute façon, vous n'êtes pas con, vous allez comprendre ce que je voulais dire. Du coup, voilà, c'était Tommaso Ciampa qui affrontait Keith Lee, qui affrontait Finn Balor, un match à 3 qui était super super cool. Je vous invite vraiment à aller le voir pour le coup. Là, c'est vraiment trois catcheurs très différents sur un ring qui s'affrontent. Il y avait vraiment une certaine tension qui était palpable pendant tout le match. Et ça, c'était super cool à voir. Je vais pas vous faire du play-by-play toujours, hein, parce que c'est vraiment pas le but pour moi de mes critiques. Si vous voulez du play-by-play, regardez le match, vraiment, ou alors, voilà, ou alors regardez une autre critique, mais pas la mienne. Et voilà, c'était un match très très cool, avec une victoire de Finn Balor en opportuniste, on pourrait dire, après un Spirit Bomb de Keith Lee sur Tommaso Ciampa, et Finn Balor qui, venu du ciel, porte son coup de gras, comme on pourrait dire en anglais, coup de gras, mais bon, son coup de grâce directement sur Keith Lee. Et pour choper la victoire, voilà, 1, 2, 3, Finn Balor, challenger numéro 1 pour le titre d'NXT. Je suis pas si surpris que ça, mais voilà, on sent vraiment qu'on n'est pas à Raw ou à SmackDown parce que voilà, un heel qui va affronter un heel, pour le coup, c'est vraiment très étonnant. J'ai hâte du coup de voir ce qui va se passer. C'est la semaine prochaine, donc du coup on va avoir deux matchs la semaine prochaine. Il va y avoir du coup Adam Cole contre Finn Balor pour le titre NXT et Rhea Ripley contre Shayna Baszler pour le titre féminin de NXT. Deux matchs de championnat pour les deux plus gros titres NXT. La semaine prochaine, il semble que c'est le dernier show la semaine prochaine. Après, ça va être des récaps pour la fin d'année, des choses comme ça. Donc du coup, voilà, un dernier show NXT qui va être fort agréable. Du coup, voilà, la fin du show voit Finn Balor confronter Adam Cole et l'Undisputed Era sur ça. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce show, il était super sympa. L'opener et le main event étaient très 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 bons.
Donc du coup voilà, c'est vraiment sympathique. Si vous voulez un petit peu voir des têtes un petit peu nouvelles, si vous connaissez pas Jackson Ricker, que moi je connais un petit peu plus longtemps parce que je regardais la TN à l'époque, je vous invite à aller voir parce que c'est quand même un mec qui a un sacré gabarit. Et puis Travis Banks aussi, c'est super sympa sur un ring. Du coup, voilà, je vous invite à voir ces matchs-là. Pourquoi pas au Kaden Carter contre Bianca Belair qui s'avère être un match aussi très sympathique. Voilà, on s'arrête là pour la guerre du mercredi soir. Je vais un petit peu passer par la Ring of Honor. Show que je vous dis honnêtement, je n'ai pas vu, j'ai regardé que les résultats, donc du coup, je vais pas juger en termes de catch, mais plutôt en termes de booking. Donc du coup, voilà, c'était Final Battle qui avait lieu, je ne sais plus où. Voilà, je ne sais plus du tout où il avait lieu, mais en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, voilà, Ring of Honor Final Battle, c'est le plus gros pay-per-view de l'année du côté de la Ring of Honor. Chaque année, c'est le dernier et le plus gros. Donc, du coup, voilà des affiches qui s'avèrent assez attrayantes sur le papier. Et puis d'autres pas aussi, hein, parce que voilà, faut quand même compléter la carte. Et voilà, pour récapituler, je vais pas faire match par match parce que c'est pas vraiment mon but. Je vais juste dire ce qui va m'intéresser. Il y a eu un match par équipe entre Bandido et Flamita qui affrontait Marty Skull et Flip Gordon, du coup, qui représentait Violent Enterprise. Match que j'ai pas apprécié parce que je l'ai pas vu, j'ai juste vu des extraits, hein. Voilà, j'ai vu des extraits de tout ce qui s'est passé, mais j'ai pas regardé match par match. Du coup, voilà, un match qui semble très très cool sur le tableau. Sans doute la dernière apparition de Marty Skrull et de Flip Gordon aussi d'ailleurs à la Ring of Honor parce que les deux, voilà, leur contrat se termine ou est terminé. À l'heure où j'enregistre, c'est terminé. Du coup, voilà, une porte de sortie en faisant gagner Bandido et Flamita, c'est très très sympathique. J'imagine que le match devait être super cool. Du coup, là, c'est l'un des matchs sur lequel je vais m'attarder sans doute après pour mon visionnage un peu plus profond. Voilà, je suis toujours un petit peu déçu que Bandido soit à la Ring of Honor, parce que voilà, j'aurais bien aimé le voir à la EW, c'est un catcheur incroyable, très jeune, qui a tout l'avenir devant lui, et je trouve qu'il est bloqué par la Ring of Honor. Voilà, j'en parlerai un petit peu peut-être à la fin de ma critique de la Ring of Honor et de son état actuel, mais pour l'instant, voilà, je suis un petit peu déçu, voilà. On a eu suivi un match qui m'a intéressé parce que j'adore Matt Taven. Contrairement à beaucoup de gens, je sais, voilà, Matt Taven, je l'adore. Il affrontait Vicente, ou Vincent, pour les plus français d'entre nous, du coup, qui étaient tous les deux à l'époque dans la même équipe, dans le même clan, dans le Kingdom. Vincent qui a trahi Matt Taven il y a quelques temps maintenant, et du coup, les deux sont affrontés dans un match simple, un match qui s'avère assez sympathique sur la carte. J'ai hâte de voir ce match. Je m'attends pas non plus à un truc incroyable, hein, mais voilà, le fait de cette rivalité, pardon, m'intéresse beaucoup. Voilà, ce qui m'intéressait dans ça. Il y a aussi le match par équipe qui m'a intéressé malgré lui, parce que c'est pas vraiment pour la carte, mais c'est plutôt par ce qui s'est passé en dehors de la fédération qui m'a interpellé sur ce match. Donc, du coup, c'est Maria Manik qui a affronté Angelina Love. Voilà, je sais pas si c'était pour le match pour le titre enfin, pour le titre féminin, parce que voilà, c'est un petit peu le flou autour de ce titre pour l'instant, voilà. On a eu aussi un match pour le titre télévision de la Ring of Honor, c'était Dragon Lee qui affrontait Shane Taylor. Shane Taylor qui est le gros gabarit champion télévision. Donc du coup voilà, il a perdu contre Dragon Lee. Je vais pas dire victoire logique, mais victoire bien jouée de Dragon Lee, qui récupère du coup le titre télévision. On a hâte de voir ce qui va se passer ensuite. J'ai vu un message de Shane Taylor ce matin qui disait qu'il était très content de ce qui s'est passé pour lui à la Ring of Honor, donc peut-être qu'il va partir du coup de la Ring of Honor, voilà, je sais pas trop de quoi il en retourne, mais en tout cas, nouveau champion télévision, et ça annonce du bon catch autour de ce titre, et ça va faire super plaisir. On a aussi eu un changement de titre pour les titres par équipe de la Ring of Honor. Jay Lethal et Jonathan Gresham ont battu les Briscoe pour devenir les nouveaux champions. Je sais pas trop, j'arrive pas trop à comprendre le programme autour de Jay Lethal et Jonathan Gresham. Apparemment, voilà, Jonathan Gresham était devenu un petit peu plus agressif, un petit peu plus méchant, mais finalement non. Ils sont toujours en équipe. Je sais pas si Jay Lethal du coup est devenu méchant ou pas. Voilà, j'ai pas suivi vraiment le programme. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé.
et si vous avez suivi l'histoire, ce qui se passe réellement. Mais voilà, ça fait plaisir, un changement de titre par équipe. Voilà, les Briscoes, ça tourne en rond depuis maintenant 20 ans à la Ring of Honor, donc voilà, je sais pas trop quoi penser de ça. On a aussi le Main Event qui était attendu par énormément de monde. C'était un vendredi 13 massacre. Voilà, c'était le Main Event extrême. Donc, du coup, c'était Rush, ou Rush, voilà, je sais pas comment vous voulez prononcer, moi je dis Rush, qui était le champion, le nouveau champion de la Ring of Honor depuis quelques mois maintenant. Il a battu Matt Taven au dernier pay-per-view. Du coup, voilà, il a affronté PCO, euh, le, le, le Frankenstein, le monstre de Frankenstein plutôt, de, de la Ring of Honor. PCO 55 ans qui devient le nouveau champion de la Ring of Honor après un match extrême. Il s'est vraiment pris, des extraits en tout cas que j'ai vu, il s'est vraiment pris des choses assez folles sur le crâne, sur le dos, de partout. En fait, il s'est vraiment mangé des trucs assez dégueulasses. Mais finalement, il arrive à remporter la victoire après un moonsault directement à travers une table sur Rush et faire tomber un 2-3 dans le coup. Voilà, on a un nouveau champion Ring of Honor. Le plus vieux champion de la Ring of Honor de l'histoire, donc du coup voilà 55 ans, PCO, qui depuis son retour dans le monde du catch est vraiment sur la pente ascendante. Il progresse sans cesse, il a vraiment une base de fans assez folle. Et du coup voilà, la Ring of Honor a misé sur lui depuis son retour et vraiment l'a mis en avant pour arriver jusqu'à ce titre de champion du monde poids lourd. Et bravo à lui, voilà, je sais pas du tout de quoi son run de champion du monde va découler. Je sais pas si on va avoir vraiment du catch spectaculaire ou alors du catch plus, plus extrême, parce que voilà, PCO c'est quand même vachement limité sur un ring, hein, vu son âge. Du coup, voilà, et apparemment, il mise pas son catch sur la technique, mais plus sur le fait de se prendre des gros bumps comme un gros bâtard. Voilà, je vais parler aussi vite fait de ce qui se passe à Ring of Honor. Concrètement, ce qui se passe à Ring of Honor, c'est qu'en fait chacun fait sa loi apparemment. Voilà, Bully Ray, qui, comme son nom l'indique, est totalement un abruti qui va attaquer les fans directement, hein. Il va récupérer les fans quand ils sont en train de regarder le show pour aller leur dire par contre fais gaffe à comment tu te comportes, espèce de gros connard. La Ring of Honor qui ont aussi viré comme une malpropre la championne féminine de la Ring of Honor, qui était toujours championne féminine, donc du coup c'est pour ça que pour l'instant c'est un petit peu le flou autour du titre féminin, et plein d'autres crasses comme ça. Voilà, il y a Flip Gordon qui s'est sans doute fait taper sur les doigts parce que voilà, il comprenait pas pourquoi la Ring of Honor louait des salles énormissimes alors qu'il y a personne pendant leur show. Et malheureusement, bon, ça s'est su par la direction. Du coup, voilà, j'imagine qu'il s'est fait un petit peu disputer. Et puis voilà, il y a plein d'autres histoires assez crasseuses comme ça. Si vous voulez, j'en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo, pourquoi pas. Mais j'ai pas trop envie de m'attarder en fait sur ça maintenant. Voilà. On finit cette critique, je vais finir assez rapidement parce que j'ai plus trop le temps. Donc du coup, je vais finir cette critique en parlant de NWA Into the Fire, show que je n'ai pas vu non plus, étant donné voilà, que je ne suis pas un vampire, je ne vis pas la nuit, je suis un humain tout à fait normal qui travaille. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu des résultats très rapidement. Eli Drake a battu Ken Anderson pour l'opener de ce show. Voilà, donc du coup, Eli Drake qui gagne son. C'est pas son premier match, c'est son deuxième match, je sais plus. Voilà, donc contre Ken Anderson, victoire assez logique, hein. Moi, je voyais pas trop Ken Anderson gagner dans ce moment-là. Ensuite, un match qui a été annoncé sur le Twitter de la WA, c'était Tasha Steelz, pardon, oula, j'y arriverai pas. Tasha Steelz qui affrontait Thunder Rosa. Donc du coup voilà, c'est une victoire de Thunder Rosa. Je vais pas dire logique, mais très attendu quand même, hein, parce que Thunder Rosa va pas perdre maintenant, surtout contre quelqu'un qui vient juste de faire ses débuts. Thunder Rosa doit rester forte. Voilà. Du coup, voilà. Je vais pas du tout dire ce qui s'est passé entre les matchs, s'il s'est passé des choses, tout simplement parce que j'ai pas vu le match, donc du coup, voilà, je vous parle un petit peu de résultats et ce que j'en ai pensé. Du coup, si je dis rien, c'est que j'en ai pas pensé grand chose et que je trouve ça juste logique. Question Mark, du coup, qui a affronté Trevor Murdoch, victoire de Question Mark. Un petit peu étonnant pour le coup, Trevor Murdoch avait été un petit peu mis en avant, malheureusement par Jim Cornette, donc du coup, c'est vite passé à la trappe. Mais du coup, voilà, c'est une victoire de Question Mark qui est toujours voilà, il monte, le petit furet, je sais pas du tout ce que je chante. Les Rock'n'Roll Express, du coup, qui sont les champions par équipe de NWA, je le rappelle, hein, au début de la critique, voilà, il faut la suivre aussi, il faut suivre la vidéo, sinon vous comprenez plus rien. Du coup, les Rock'n'Roll Express qui affrontaient les Wildcards dans un match retour pour les titres par équipe, et c'est une victoire des Rock'n'Roll Express qui conservent leur titre par équipe.
Du coup, voilà, que nous réserve l'avenir autour de la division par équipe, nous ne savons pas. Il y a eu, il me semble, ça j'ai oublié d'en parler du coup, mais il y a eu, ah mince, comment elle s'appelle? Ashley Vox, c'est ça? Zendaya, voilà. Wingreen va sans doute me reprendre, mais voilà. Ashley Vox qui devait accompagner Alison Kay pour affronter Marty Bell et Melina, qui a été attaquée par Thunder Rosa, il me semble, et qui lui a brisé le bras. Du coup, voilà, Alison Kay était toute seule. Mais elle a réussi quand même à se trouver une camarade pour le match par équipe. Elle s'est trouvée ODB, voilà, ODB qui est une catcheuse surtout d'impact. Il me semble pas qu'elle a fait grand chose d'autre, hein. Peut-être des promotions un petit peu indépendantes, mais pas grand chose de très connu. Mais c'est surtout à Impact qu'on l'a connue. Elle est revenue il y a quelques semaines maintenant à Impact. Et du coup, voilà, elle fait son retour, enfin, elle fait son retour, elle fait ses débuts à la NWA pour accompagner Alison Kay pour affronter Marty Bell et Melina. Grâce à ce retour, grâce à ce début, c'est-à-dire ce retour encore, bah voilà, mais ce début de ODB, Alison Kay et ODB arrivent à remporter la victoire avec un tombé sur Marty Bell, Melina qui reste forte quand même, voilà, mais voilà, ça continue la suite. Très étonnant de voir ODB ici, mais ça peut être super sympathique et pour le coup, elle est un petit peu plus comédie que les femmes en présence actuellement à la WA, donc ça peut bien matcher, je pense. Voilà, on a eu Colt Cabana qui défendait son titre NWA national, du coup, qui défendait ce titre contre Ricky Stark et contre Aaron Stevens. Je vais pas vous parler du match du coup, hein, parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas vu le match, mais du coup, c'est une victoire de Aaron Stevens. Je vais pas dire logique, mais je suis pas très surpris. Aaron Stevens qui joue très très bien avec le public ces derniers temps, qui arrive à être un très très bon heel qui s'est détesté. Du coup, voilà, j'imagine que du coup, dans le match, il y a dû avoir une intervention de Question Mark, hein, qui est le compère d'Aaron Stevens pour le faire gagner. Du coup, voilà, Colt Cabana qui perd un petit peu tous ses titres, qui arrête son podcast. Est-ce que ça annonce une fin de carrière, peut-être qu'il va reprendre quelque chose d'autre dans sa vie, qu'il va arrêter le catch, mais en tout cas, tous les astres sont alignés pour confirmer ce que je dis. Voilà. Donc, Colt Cabana, si tu nous quittes maintenant, merci mon grand, et à bientôt. Voilà. Pour ça, maintenant on attaque le main event qui était un match au meilleur des trois manches entre Nick Aldis et James Storm pour le titre NWA World bien sûr. Et voilà, du coup le petit truc qui se passe en ce moment, c'est qu'on savait pas trop ce que Camille avait dit à James Storm il y a quelques semaines dans l'oreille. Mais voilà. Dès le début du match, Camille distrait Nick Aldis, James Storm en profite pour porter son super kick et faire le premier tombé. Donc du coup, voilà, on est tous très surpris. Nick Aldis du coup qui se fait avoir directement, donc il va devoir sortir les doigts du huc pour remporter cette victoire. Et c'est ce qu'il a fait, c'est totalement ce qu'il a fait parce qu'il a réussi à remporter les deux tombés suivants et rester champion. Attendez, je suis en train de regarder les résultats et en fait, il me semble qu'il n'y a pas eu de troisième tombée, que c'est l'arbitre qui a arrêté le match après le deuxième tombé. Donc, du coup, en fait, voilà, il y a eu 1-1 officiellement. Mais Nicalis reste champion quand même, parce que voilà, l'avantage du champion, c'est toujours ça. Et du coup, voilà, ça se termine comme ça. Sauf qu'on a une grosse surprise, et pour le coup, je ne m'y attendais pas. Enfin, en tout cas, je pensais que ça allait peut-être arriver, mais peut-être pas maintenant. C'est Marty Scurll. Marty Scurll qui débarque à la fin du show pour confronter Nick Aldis et voilà, lui dire qu'il va l'affronter pour le titre de la NWA. Donc du coup voilà, peut-être que les résultats sont assez flous hein, pour ce show-là, mais tout simplement parce que je l'ai pas vu, hein, donc voilà, je me fie aux résultats. Je me fie aux gens qui m'ont écrit les résultats surtout. Et du coup, voilà, mais ce qui est sûr, c'est que Marty Scurll est venu à la fin du show NWA Into the Fire pour confronter son vieil ami Nick Aldis. Et voilà, le programme autour d'eux, autour du titre NWA va commencer. Et ça, pour le coup, ça m'attire énormément. Je sais pas du tout si Marty Scurll va faire un long run à la NWA ou si c'est vraiment pour finir le programme qu'il avait commencé il y a quelques mois avec Nick Aldis. Mais en tout cas, ça s'avère super cool. Voilà, j'ai hâte de voir ce programme autour du titre NWA. Je termine ici. J'ai fait un petit peu long. J'ai perdu beaucoup de temps sur certaines choses qui n'avaient aucune utilité. Mais voilà, je vais pas trop m'attarder plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de chaque show, de chaque résultat. De ce que vous pensez de la Ring of Honor, ce que vous pensez de NWA.
ce que vous pensez de cette guerre du mercredi soir, des catcheurs que vous avez aimés cette semaine. Dites-moi pourquoi pas vos catcheurs favoris cette semaine. On se retrouve la prochaine fois, je sais pas encore quand. Ça va être un petit peu compliqué avec le travail surtout. Mais voilà, soyez toujours fan de catch, soyez toujours fiers d'être fan de catch. N'hésitez pas à partager votre avis, même si ça fait très peu de temps que vous êtes fan de catch. Et à la prochaine. Bisous.